Hello tout le monde, moi c'est Léa. Moi je suis Lorlaï. On est deux cavalières amateurs passionnés et on a créé le premier podcast pour les amoureux des sports équestres. 2 fois par mois, on part à la rencontre d'une personnalité du milieu qui nous parle de son parcours, de son métier et de son quotidien. On espère que vous avez passé de belles fêtes et que vous attaquez cette nouvelle année avec plein de bonnes résolutions. Cet épisode, on l'a enregistré il y a 1 mois, lors du CHI de Genève. On vous replace rapidement le contexte. Nous avons été reçus par la maison Hermès Cellier. Nous avons installé nos micros dans leur loge absolument sublime. Nous avons mangé une clémentine et puis, 5 minutes plus tard, nous étions assises face à Rodrigo Pessoa. Rodrigo Pessoa, s'il vous plaît. Pendant cette discussion, Rodrigo a pris le temps de revenir sur sa carrière sportive, ses débuts à poney dans son jardin, ses grandes victoires. Nous avons parlé du travail en famille, de la réussite, de sa capacité à traverser les années pour aller d'Olympiade en Olympiade, mais aussi de son rôle ou de son devoir d'être partie prenante du bon développement des sports équestres. À l'instant où vous écoutez cet épisode, Rodrigo a quitté son poste d'entraîneur de l'équipe irlandaise de saut d'obstacles pour reprendre de plus belle sa carrière sportive et tenter de performer une nouvelle fois aux Jeux Olympiques de Tokyo. Il y a un peu d'agitation en fond de cet enregistrement. Nous étions en plein pendant l'épreuve d'attelage et le public de Genève n'a pas manqué de nous faire entendre son plaisir et son engouement pour ce show incroyable. Qui d'autre pour parrainer cet épisode que la marque française incontournable des sports équestres et partenaire de Rodrigo, Flexon. Je suis à la fois amusée et touchée de pouvoir prendre le temps de vous parler de cette marque innovante que je connais bien, puisque j'ai eu la chance de faire partie de leur équipe pendant plusieurs années. Flexon, c'est la belle aventure que Laurent et Caroline Borde ont entreprise en 2014 en créant un étrier révolutionnaire. L'étrier Flexon, qui s'inspire des grandes technologies du secteur aérospatial pour offrir aux cavaliers un produit qui répond à toutes leurs contraintes et envies. L'innovation Flexon, c'est la garantie d'une combinaison parfaite entre bien-être et performance pour tous les cavaliers, quel que soit leur niveau, leur discipline ou encore leur morphologie. Tous les étriers de la gamme intègrent un système d'absorption de choc grâce à un matériau innovant, l'élastomère, qui filtre les vibrations et diminue ainsi les impacts de chacun de vos mouvements en selle pour préserver vos articulations, notamment chevilles et genoux. Last but not least, les options de personnalisation de vos étriers sont infinies. Grâce à leur configurateur, vous choisissez votre gamme, vos couleurs, le type de grippe, le type de plancher. À chaque cavalier, c'est Flexon. Léa et moi, nous avons choisi les étriers de la gamme Green Composite, avec un plancher ultra grip qui est incliné et nous permet d'avoir une meilleure descente de jambes. La largeur du plancher, son orientation et son grip offrent une fixité et un équilibre optimisé. Et pour ceux qui veulent aussi monter en toute sécurité, la gamme Safe-On est désormais disponible, le must du must de l'étrier. Pour configurer, vous aussi, vos étriers de rêve, rendez-vous sur flex-on.fr. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I Am an Equestrian, le podcast. Bonjour Rodrigo. Avant de commencer l'épisode, on tenait vraiment à vous remercier d'avoir accepté d'enregistrer avec nous. Aujourd'hui, on va replacer un tout petit peu le contexte pour les auditeurs qui vont nous écouter. Donc l'épisode sortira le 8 janvier. On est ici à Genève où vous courez les épreuves du 5 étoiles. Vous avez gagné hier l'épreuve. On est dans un cadre absolument exceptionnel. Oui, puisque le Hermès Cellier nous a prêté cette loge pour cet enregistrement qui est absolument magnifique. Et on enregistre pendant l'épreuve d'attelage, donc s'il y a un petit peu de bruit, ça donne de la vie. Ouais. Voilà. Rodrigo, je ne vais pas vous faire l'injure de vous présenter, je crois. Simplement, rapidement, pour se remémorer un petit peu vos nombreux titres, vous avez été médaillé de bronze par équipe au JO d'Atlanta en 96 et vous aviez 24 ans. C'est ça. C'est ça. Vous avez été champion du monde en individuel en 98, champion olympique à Athènes en 2004 et moi j'avais 14 ans et je vous regardais à la télévision et c'était incroyable. Donc on est vraiment très heureuse. Et puis vous avez décroché au total une 12aine de médailles. Dites-moi si je me trompe, à peu près. Oui, 10. 10 médailles, 10, voilà, depuis le début de votre carrière. Ouais. Pour les quelques auditeurs néophytes qui vont nous écouter, moi j'ai envie de dire que vous êtes un peu le Federer du saut d'obstacles. Est-ce que vous validez ? Non, je crois pas que j'irai jusque là. J'ai eu la chance d'avoir de très bons chevaux tout au long de ma carrière, des propriétaires aussi qui ont été très généreux et qui m'ont supporté. J'ai eu beaucoup d'opportunités, j'ai su
j'ai su les utiliser. Et voilà, j'ai essayé de faire au mieux. J'ai eu une belle réussite et j'espère encore avoir quelques succès sur la fin maintenant, puisque je suis plus sur la fin que sur autre chose. Donc, mais c'est un sport qui m'a beaucoup donné et je suis très reconnaissant. Et on y reviendra sur vos projets. Mais donc, comme disait Lorlaï, on va pas faire l'offense de vous présenter. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous avez conscience que ce parcours est incroyable et que vous êtes vraiment un des cavaliers mythiques des sports équestres? Oui, évidemment, j'en ai confiance et c'est pour moi un grand honneur de pouvoir représenter mon sport. J'essaye encore d'être le meilleur ambassadeur possible pour mon sport, essayer d'aider, que ce soit dans la partie politique avec le club international des cavaliers auprès de la FEI ou avec des jeunes. Donc j'essaye toujours d'essayer de rendre ce qui m'a été donné et voilà, on essaie de faire d'être un bon citoyen. Quand vous parlez d'ambassadeur, qu'est-ce que vous avez envie de porter auprès des plus jeunes générations, auprès du public équestre? C'est quoi les valeurs, c'est quoi la direction que vous avez envie de donner justement à ce sport? Pour moi, je crois que le plus important pour les jeunes aujourd'hui, c'est de vraiment s'intéresser au maximum, essayer d'apprendre un maximum. C'est un sport où, comme dans tout, on apprend tous les jours. Et il faut vraiment être ouvert à pouvoir apprendre. C'est un sport qui est difficile, comme tous les autres, si on veut avoir du succès. Mais faire passer la rigueur, la discipline, l'amour des chevaux, la passion pour ce qu'on fait, parce qu'on a la chance de faire ce qu'on aime. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, de se lever le matin et d'aller faire quelque chose qu'on adore. Et ça, je crois que c'est une chance inouïe que parfois on se rend pas bien compte. Mais voilà, ça, je crois que le plus important à faire passer, c'est ça, ce sont les valeurs de base. Et on est bien d'accord avec ça. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir réussi? Que ce soit sportivement ou personnellement d'ailleurs. Oui, je crois que comme j'ai dit au tout début, je crois que j'ai eu de très belles opportunités qui m'ont été offertes, donc par ses propriétaires, par mon père aussi qui a mis tout en œuvre pour que je puisse réussir. J'ai su saisir les opportunités, en faire le mieux possible. Donc je crois, oui, j'estime que oui, on peut toujours faire mieux, évidemment. On a fait des erreurs, mais bon, que serait la vie sans erreurs? Avec ces erreurs, on a aussi beaucoup appris. Mais oui, j'estime que j'ai fait un parcours honorable et avec de très beaux succès. Et je suis satisfait, comblé de ça. Et si on arrive à encore gagner un petit quelque chose par-ci par-là, pourquoi pas? Est-ce que, si on revient brièvement sur le début de votre carrière, un peu sur votre enfance, vos premières années à cheval, est-ce que vous pourriez nous dire à quoi ça ressemblait de naître dans cette famille de cavaliers, de commencer à monter à cheval? Quelles étaient les conditions? Comment vous faisiez quand vous étiez jeune? Est-ce que vous aviez très envie ou est-ce que c'était presque une contrainte? Non, ça n'a jamais été une obligation. Évidemment, tout baignait chez nous autour du cheval parce que mon père était professionnel et il y avait toujours beaucoup d'élèves, il y avait toujours des gens qui venaient pour voir des chevaux, lui s'entraînait, c'était vraiment cheval. Donc moi petit, j'ai fait aussi d'autres sports comme le tennis, le judo, etc. J'ai fait d'autres choses. En même temps, en parallèle, j'avais des poneys dans le fond du jardin. Mon père avait construit une petite écurie avec quelques boxes. Je pouvais aller monter quand j'avais envie, puisque les écuries n'étaient pas juste là où on habitait. On habitait à Gouvieux, près de Chantilly. Les écuries étaient à 5 minutes, mais il avait fait construire quelques boxes pour que je puisse avoir les poneys à la maison. Et donc ça n'a jamais été forcé à monter. C'est venu comme ça naturellement. J'aimais vraiment être aux écuries
parce qu'il y avait toujours du mouvement, il y avait toujours beaucoup de monde et ça me plaisait. Et donc c'est comme ça que ça a démarré en fait. Est-ce que c'est difficile de travailler en famille et est-ce que ça vous a apporté une certaine pression aussi quand vous étiez plus jeune ? Oui, c'est difficile, c'est pas évident du tout parce que si vous travaillez avec un entraîneur, vous n'avez pas un entraîneur ou un coach, et pas ce lien sanguin qui votre père ou votre mère, s'il vous entraîne, veulent à tout prix votre réussite, plus qu'un élève, qu'un client. Ils veulent ça à tout prix. Et donc la relation paternelle, elle s'efface un tout petit peu par rapport à la relation professionnelle. Et évidemment, quand on est jeune aussi, on est un peu réactionnaire, évidemment, et c'est pas toujours évident. Mais la preuve que c'est possible, il y a beaucoup d'exemples qui sont possibles. Mais c'est sûr que c'est pas évident. Jusqu'à quel âge est-ce que votre papa vous a accompagné, entraîné ? Ou est-ce que ça continue d'ailleurs aussi ? Oui, bien sûr. Maintenant, aujourd'hui, un petit peu moins, mais on parle tous les jours des chevaux. Sa passion aussi, c'est les chevaux, uniquement. C'est sa seule passion. Et donc, on parle encore tous les jours de ce qu'on peut améliorer, comment vont les chevaux, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, comment est-ce qu'on va repousser les limites de la performance et donc voilà, c'est ça, je crois, avant tout c'est la passion. Il faut vraiment avoir cette passion parce que c'est pas une raquette, c'est pas une voiture, c'est pas un bateau, c'est un être vivant qui a vraiment besoin de se sentir aimé et ça, je crois que c'est un travail au quotidien et c'est pour ça que ce sport est tellement beau parce que c'est vraiment pas quelque chose de matériel, c'est vraiment vivant. Qu'est-ce que ce serait le meilleur conseil que votre père vous a donné pendant votre carrière, s'il y en avait qu'un à retenir? Je crois que c'est d'être avant tout homme de cheval, d'essayer de comprendre les chevaux. Au plus on les comprend, au plus on arrive à les interpréter, au plus ils vont vous donner. Donc c'est essayer d'être homme de cheval au maximum et de les comprendre. C'est pas évident, parfois, pas évident, mais ça c'est, je crois, que le conseil le plus important. C'est une question qu'on a déjà abordée dans le podcast avec différents invités, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est possible de réussir sans être accompagné par sa famille, sans venir du milieu à la base? C'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué. Si vous voyez aujourd'hui dans l'élite, il y a beaucoup de fils de professionnels. C'est sûr que, comme je le dis, comme moi, ils ont bénéficié de tout un encadrement qui était là déjà. Si vous êtes du milieu, vous avez déjà des écuries, vous avez déjà des chevaux, vous avez des propriétaires, vous avez des partenaires. Donc il y a beaucoup de jeunes cavaliers aujourd'hui qui sont fils de professionnels. Mais il y en a aussi quelques-uns qui sont venus d'absolument pas du tout du milieu. Ken Farrington, il n'avait rien à voir avec les chevaux, ses parents n'avaient rien à voir avec les chevaux. Et il s'est formé comme ça tout seul à la force du poignet. C'est sûr que c'est plus dur, mais si vous avez la volonté, la détermination, c'est la preuve que c'est possible aussi. Mais c'est plus compliqué. Mais il faut, je crois, avoir encore plus envie, parce que il faut tout. On part vraiment de zéro. Et quand on est fils de professionnel, on peut déjà jouir d'une structure qui est là, et c'est déjà un grand pas en avant. Comme Lorlaï l'a évoqué au début du podcast, vous avez une carrière absolument remarquable.
Comment est-ce qu'on fait pour durer dans le temps, pour se renouveler encore et encore et d'être toujours au devant de la scène comme vous avez su le faire? Il faut savoir et pouvoir se remettre en question tout le temps, tous les jours, à chaque moment, avoir beaucoup d'humilité de pouvoir faire ce processus, parce que on doit pouvoir s'améliorer tous les jours. Et on s'améliore tous les jours parce que les chevaux, c'est une petite boîte à surprises. Tous les jours, il y a quelque chose. Et, tous les chevaux sont différents. Vous apprenez beaucoup. Et il faut pouvoir être ouvert et être d'accord qu'on n'est jamais au bout. On apprend toujours quelque chose. Et je crois que ça, c'est une des qualités, c'est pas la plus importante, c'est de pouvoir se remettre en question et d'avoir la volonté de progresser encore. Vous avez participé, je crois, à 6 JO et 5 JEM. Donc vous avez vraiment traversé les Olympiades, même les générations de cavaliers. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le métier de cavalier évolue suffisamment dans le sens où est-ce qu'on intègre aussi la longévité du cavalier en tant qu'athlète avec un suivi sportif, médical plus important qu'avant? Et est-ce que c'est quelque chose que vous faites au quotidien, essayer de continuer à faire durer votre carrière, notamment, non pas que en prenant soin de vos chevaux, mais aussi en prenant soin de vous? Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué aussi les dernières années. Évidemment, le calendrier est tellement important et intense. Toutes les semaines, c'est des compétitions. Donc vous avez un rythme vraiment très dur. Et si vous n'êtes pas bien dans votre corps, vous n'arrivez pas à suivre. Ce sont des longues journées, c'est des efforts physiques, c'est des efforts mentaux, c'est beaucoup d'efforts. Et donc vous devez prendre soin de vous comme des chevaux. Et je crois que ça a énormément évolué. Je dirais les 10 dernières années, ça a pris vraiment on voit maintenant des coachs mentaux. Ce matin, tout le monde est au gymnase. Ça, il y a des années, ça n'existait pas, mais aujourd'hui, c'est vraiment très présent. Vous vous entraînez, vous ? Oui, je fais un peu de cardio et un peu de gymnase aussi. Il y en a qui ont besoin plus que d'autres et c'est un output d'énergie aussi qui est important. Et puis on monte, ça dépend, 3, 4, 5, 6 heures par jour parfois. Donc ça aussi, évidemment que ça compte. Mais ce qui est le plus difficile, c'est les voyages, le décalage horaire, être loin de sa famille. Ça, c'est compliqué. Mais voilà, la famille vous donne le soutien. Je crois que c'est aussi très important d'avoir le soutien de sa famille quand vous êtes, si vous voulez arriver au haut niveau. Ces dernières années, vous étiez au Rennes de l'équipe irlandaise. Ça a été, donc vous étiez sélectionnant national. Et qu'est-ce que vous diriez que cette expérience vous a apporté dans votre équitation peut-être, dans votre carrière ou même à titre personnel? Pour moi, ça a été quelque chose de très intéressant, plus que technique. Humainement, ça a été vraiment intéressant. C'est des garçons que je connaissais déjà un peu. Mais d'avoir encore plus de contact avec eux et de les guider et d'essayer de leur apporter ce petit plus humainement, ça a été vraiment super intéressant et je regrette absolument pas d'avoir pris le temps de le faire. Je l'ai fait pendant 3 ans. Ça a été très intéressant et c'est sûrement quelque chose que je referai à la fin de ma carrière sportive. Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler un peu de votre situation actuelle et comment s'organise votre vie professionnelle?
Donc vous avez quitté le poste de sélectionneur de l'équipe irlandaise et vous vous êtes équipé d'un beau piquet de chevaux, avec notamment Quality, sur lequel vous misez beaucoup. Est-ce que, aussi ma question, c'était de savoir, est-ce que vous êtes un homme de challenge et de défi? Parce qu'on a quand même l'impression que vous n'avez pas envie de vous arrêter là. Oui, j'aime bien les challenges, il faut avoir un but, dans la vie sur tout ce que vous voulez faire. Et je crois que mettre des buts à court terme à chaque fois, je crois que c'est vraiment bien, c'est très motivant. Ouais, j'ai l'opportunité maintenant d'avoir un nouveau propriétaire qui veut que je refasse du haut niveau, donc ça tombe bien. J'ai un très bon, je crois, un piquet de chevaux très intéressant pour l'année prochaine. Ça va être une belle année. En plus, c'est une année olympique, donc je vais vraiment essayer d'avoir une place dans cette équipe qui est très compétitive. Mais ouais, c'est reparti disons que c'est reparti comme à la belle époque. Peut-être je ferai pas le nombre de concours que je faisais avant, ni le nombre de concours que font les cavaliers du top 10 aujourd'hui, mais quand même je serai présent sur beaucoup de concours, essayer de me préparer le mieux possible, et surtout l'objectif c'est d'être présent dans l'équipe à Tokyo. Vous aviez arrêté de monter entre-temps ou est-ce que vous avez Non, j'ai continué? jamais arrêté. Ouais, non, j'ai jamais arrêté. J'ai encore monté. Je montais pas au tout grand niveau. C'est pour ça que les gens pensent que j'avais arrêté. Mais j'ai continué de monter dans des concours inférieurs, 3, 4 étoiles. De temps en temps, je faisais un 5 étoiles, mais sans vraiment avoir un cheval pour aller faire les grosses épreuves. Donc voilà, ça a changé. Ça a changé un tout petit peu, et donc voilà, je serai de retour maintenant sur des beaux concours. Globalement, quel regard vous pouvez porter, vous, qui êtes dans le haut niveau depuis si longtemps, sur l'évolution du sport et des sports équestres et du saut d'obstacle de votre discipline? Quels sont les grands changements, par exemple, que vous avez pu observer depuis vos débuts en équipe? Je crois que le fitness des chevaux, la préparation des chevaux, la préparation du cavalier, ça a vraiment, comme on a dit tout à l'heure, ça a vraiment évolué. Aujourd'hui, les chevaux ils ont toujours été des athlètes, mais vraiment aujourd'hui, ce sont des athlètes à part entière, avec un suivi vétérinaire vraiment important. On se penche sur tous les petits détails très très précis pour essayer d'améliorer le rendement des chevaux, que ce soit physiquement, que ce soit dans l'alimentation, dans les trajets, tout ça, c'est vraiment important. La technique, la compétitivité aussi des épreuves, elle s'améliore toujours, ça va toujours plus vite. Et ça, je crois que le dressage des chevaux, la maniabilité, elle arrive à un point maintenant que les chevaux font des choses vraiment incroyables. Les parcours, tout a évolué. Et je crois qu'on arrive maintenant à un moment où je vois pas vraiment où ça peut aller encore améliorer la partie physique, endurance et technique, et essayer de se garder essayer de se maintenir à ce niveau. Je crois que c'est maintenant le plus important. Et concernant le bien-être du cheval, est-ce que vous trouvez qu'il y a eu une évolution significative et positive aussi au fil des années? Oui, parce que je crois qu'on s'occupe vraiment des chevaux. On s'est toujours bien occupé des chevaux, mais je crois que là maintenant on repousse ses limites. Les vétérinaires ont maintenant beaucoup plus d'outils pour essayer de régler des petits détails sur les soins, dans le déplacement des chevaux. Tout est vraiment calculé très minutieusement pour que le cheval arrive au concours ou soit entraîné entre les concours de la meilleure manière possible, et pour qu'il ait le meilleur rendement possible. Tout est lié à la meilleure performance. Donc je crois que ça a vraiment pris aussi une ampleur très importante. Nous sommes à mi-épisode et on espère vraiment que cette première partie vous a d'ores et déjà captivé. En ce début d'année, on tenait à vous souhaiter de vive voix une année 2020 remplie d'aventures, de challenges et avant tout de passion.
Parce que, comme Rodrigo, nous sommes convaincus que la passion est le plus puissant des moteurs pour donner une direction à sa vie et se construire un quotidien dans lequel on s'épanouit. De notre côté, de beaux challenges nous attendent et on espère pouvoir faire de ce podcast une partie viable et pérenne de nos vies professionnelles respectives. Pour cela, nous avons besoin plus que jamais de votre soutien. Pour aider I Am an Equestrian à grandir, vous pouvez publier un avis et des étoiles sur iTunes, partager le podcast autour de vous et le faire découvrir à vos amis, ou encore verser un tip, un pourboire, sur la plateforme sécurisée Tipeee. Comme vous le savez, à ce jour, la production de chaque épisode nécessite une dizaine d'heures, un temps de travail que nous ne sommes pas encore capables de rémunérer. Alors, on compte sur vous. On retourne à notre conversation avec Rodrigo Pessoa. Bonne écoute! On parle aussi dans le podcast de la multiplication des concours en France, mais pas que, dans l'Europe aussi globalement. Et j'ai lu dans un article de l'Éperon que vous avez fait il y a quelques mois déjà, que vous aviez dit que le monde était conduit par l'argent et que c'était regrettable. Est-ce que vous pensez que la passion de ce sport, elle peut être un peu affaiblie au détriment de l'argent et de ces problématiques-là ? C'est sûr que c'est pas seulement dans ce milieu-ci, mais le monde tourne autour de l'argent. Et c'est pas toujours la meilleure des choses, mais ça en fait partie. C'est un fait accompli. On est devant ce fait. Pour nous, parfois les intérêts, le commerce, les intérêts commerciaux prennent un petit peu le dessus, mais bon. Comme je vous l'ai dit, c'est un peu... c'est comme ça, c'est quelque chose on peut pas vraiment changer. Il faut juste essayer de bien connaître ses valeurs et savoir ce qui est important pour vous, ce qui est important pour votre cheval au moment où vous faites votre programme, ou au moment où vous faites votre planning. Et de pas se laisser emporter dans ce tourbillon d'argent et de compétition. Ça, c'est chacun doit savoir ce qui est meilleur c'est au cas par cas en fait. Rodrigo, on imagine que derrière toute votre victoire et tous vos succès et vous avez connu, comme tout le monde et comme tous les sportifs, des moments plus difficiles. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces moments-là pour nous expliquer un peu comment, quand on est, comme vous, Rodrigo Pessoa, soumis à une très très forte oppression, comment est-ce qu'on fait pour rebondir, pour faire preuve de résilience dans les moments où on se sent un peu plus dans le creux de la vague ? Évidemment, dans la carrière d'un sportif, il y a toujours des hauts et des bas. Il y a souvent plus de bas que de hauts parce qu'on peut pas gagner à chaque fois. Donc, et puis il y a des bas qui sont vraiment bas. Et là, il y a quelques années, il n'y avait pas encore un suivi coach mental, etc. à mon époque. Ça, vous devez le faire tout seul. Vous devez puiser dans votre réserve et savoir ce qui vous fait marcher. Et ces moments, si vous brisent pas, ils vous rendent encore plus fort. Il faut pouvoir rebondir de ça et utiliser ça comme positif et comme un fuel d'énergie pour vous faire repartir et continuer. Donc voilà, ça c'est chacun opère d'une manière différente, chacun a besoin, des nécessités différentes. Chez vous, ce serait quoi ? Moi, c'était juste essayer de analyser la situation, essayer de savoir ce qui s'est passé et repartir immédiatement à l'assaut de compétition. Vous êtes compétiteur dans l'âme, oui ou non? Pour moi, c'était ça. C'était essayer de voir ce qui s'était passé et tourner ça en positif et repartir immédiatement. D'accord. Vu que ça fait 2 fois que vous l'évoquez, j'aimerais juste savoir, vous pratiquez, vous, le coaching mental aujourd'hui ? Oui. Oui, on a recours à de professionnels avec qui on parle. Je crois que c'est... pour moi, en tout cas, c'est
c'est pas quelqu'un qui doit être là derrière moi et dire vas-y tu vas y aller, t'es le meilleur, tu vas gagner. C'est pas ça. Pour moi c'est juste un dialogue qui est important, qui m'aide à extraire justement la pression et faire part à quelqu'un qui va écouter et de temps en temps vous donner un conseil de comment régler quelque chose, juste de parler. Et comme on a dit tout à l'heure, tout le monde est différent, opère d'une manière différente. Et ça marche pour moi. Ça ne veut pas dire que ça va marcher pour tout le monde, mais je crois que c'est nécessaire. Quelqu'un qui puisse être à l'écoute de vos besoins, qui a un regard extérieur sur ce que vous faites. Donc ouais, je crois que de plus en plus maintenant, on essaye de se perfectionner et d'être meilleur à chaque fois. Donc je crois que ça s'en fait partie. On aimerait évoquer un petit peu avec vous la place de vos partenaires dans votre carrière. On est ici donc au CHI de Genève, porté par l'image Rolex, dont vous avez même la casquette. Nous sommes installés dans la loge de la maison Hermès, de Hermès Cellier, votre partenaire. Et cet épisode est par exemple porté, sponsorisé par Flexon. Globalement, tous ces partenaires, dans quelle mesure est-ce qu'ils contribuent à votre réussite, à votre carrière ? Comment est-ce que vous faites pour vous entourer des bonnes personnes, des bons équipementiers et comment est-ce que ça vous porte au quotidien dans votre carrière sportive ? Je crois que les partenaires sont vraiment très très importants, c'est primordial, on ne pourrait pas réussir sans eux parce qu'ils vous apportent tous quelque chose de différent. Moi avec Rolex ça fait 20 ans maintenant que je suis avec eux, c'est un peu comme une famille. Chaque partenaire vous apporte quelque chose de différent. Ils sont tous importants à leur niveau, alors que ce soit de l'argent, de l'équipement, du soutien moral, tout est différent. Et de créer un bon groupe entre eux, c'est aussi important, c'est un équilibre. Donc on crée des liens aussi d'amitié au long de toutes ces années. Comme je vous ai dit, Rolex, ça fait 20 ans. Vous êtes très fidèle. Moi, je suis quelqu'un de fidèle et qui donne beaucoup de valeur, qui attache beaucoup de valeur à ce que les partenaires font pour nous. On essaye de trouver quels sont les meilleurs partenaires pour soi-même. Je suis très fier de pouvoir porter les couleurs de ces grandes maisons comme Rolex, comme Hermès, ou des plus petits aussi qui débutent, comme Flexon, comme Red Mills, comme Dion, avec qui je suis depuis 20 ans aussi. Et si on est content, on change pas, on reste, même s'il y a des meilleures offres autre part. J'estime que la fidélité est importante. Mais ce sont des gens avec qui on crée un lien et ça fait partie de l'équilibre général du sportif. Je crois que c'est vraiment important dans notre vie de tous les jours et tout au long de ces années. Alors, j'ai lu une petite anecdote sur vous. Peut-être que j'étais la seule à ne pas le savoir. Mais en 2012, vous avez assuré le doublage de Guillaume Canet dans le film Japlou, si je ne me trompe pas. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience ? Non ? Non. Pour finir, ça s'est pas fait. Je devais le faire. Et si mes souvenirs sont bons, il n'était pas sûr de pouvoir être là ou de le faire ou de sauter des obstacles haut assez pour que le film se passe bien. Mais pour finir, c'est lui qui a fait toutes les scènes et donc voilà. Mais j'ai quand même apprécié le film et qui était pas. J'ai bien connu l'histoire, je suis bien ami avec Pierre Durand. Il y avait des petites choses qui étaient pas vraiment correctes dans le film, mais ça a été un très beau film et retracé une belle histoire qui a été celle de Pierre et de Japlou, bien évidemment.
Vous avez soutenu, il me semble, des événements aussi, si on reste dans la continuité un peu de votre côté multitask, comme les Gucci Paris Masters où vous étiez consultant sportif. Qu'est-ce que ça vous apporte, ce genre d'expérience ? Pourquoi vous faites le choix d'intervenir comme ça sur des missions différentes ? Et qu'est-ce que ça vous apporte globalement d'intervenir comme ça, par exemple comme consultant sportif ? Bon, pour les Gucci Masters, qui s'appelaient à l'époque les Gucci Masters, j'ai été avec Christophe Hameux, mon père fondateur de ces concours, comme on a remis le concours de Bruxelles sur pied, qui a fait pendant 3-4 ans, et puis on a commencé à Paris. On était vraiment impliqués à 100% dans le concours. C'était l'envie d'abord à Bruxelles de refaire le concours à Bruxelles qui n'existait plus depuis un certain nombre d'années puisqu'on y habitait et ça nous était cher que Bruxelles ait de nouveau un concours de belle envergure. Et puis après on a commencé à Paris, on a fait pendant quelques années. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est essayer de redonner un petit peu au sport ce que le sport nous a apporté, nous a donné. Ça a été une très belle expérience. On a de l'expérience de terrain, on a vu beaucoup de concours, on a passé des milliers de journées de concours, donc on sait ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. On peut pas toujours le faire, parfois par faute de budget, on peut pas faire l'idéal, mais ça a été de nouveau une belle expérience et après le groupe cette société a grandi, a voulu s'expatrier notamment à Hong Kong et Los Angeles, etc. Et là ça prenait plus de temps que ce que je pouvais mettre et donc on a arrêté, enfin moi j'ai arrêté et eux ont continué et font aujourd'hui de très beaux événements. Donc c'est toujours cette envie d'essayer de redonner quelque chose. On arrive vers la fin de l'épisode, mais on a encore une ou deux questions à vous poser et celle-ci notamment, si vous aviez le pouvoir de modifier quelque chose dans votre parcours, si vous aviez des regrets sur lesquels vous aimeriez revenir, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment ? Oui, il y a des choses qu'on pourrait faire différemment, mais après, que serait la vie sans faire des erreurs de parcours ? Ces erreurs nous ont endurcis, nous ont fait améliorer, nous ont fait repousser nos limites. Donc c'est un peu trop facile de dire je ferai tout parfait et ce sera pas drôle, ce sera pas la réalité non plus parce que tout le monde fait des erreurs. Parfois on fait des choix, ils sont bons, ils sont moins bons. Ça fait partie de la vie. Honnêtement, je vois pas quelque chose que je ferais vraiment avec une grande différence. Au fur et à mesure qu'on avance, on prend de l'expérience et alors on n'essaye pas de commettre la même erreur. Et essayer de faire d'autres erreurs, mais essayer de ne pas faire les mêmes erreurs, ça je crois que c'est le plus important. Même si je pense peut-être connaître la réponse, on est souvent surprise par les questions et les réponses surtout qu'on a de nos invités. Si vous pouviez nous citer un cheval qui a marqué votre vie. Tout le monde pense que c'est Baloubet du Bouet parce qu'il a eu c'est le cheval avec lequel j'ai eu de très beaux succès. Mais si je dois vraiment choisir un cheval, ça n'a pas été mon cheval de cœur. Mon cheval de cœur, ça a été Special Envoy. C'est le cheval avec lequel j'ai gagné mes premiers Grands Prix. J'ai fait les premiers Jeux Olympiques, les premiers Jeux mondiaux, qui a gagné le Grand Prix d'Aix-la-Chapelle. Ça a vraiment été mon professeur. Et si je dois choisir vraiment un cheval, c'est celui-là que je choisis. Mais bon, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de très beaux chevaux tout au long et c'est difficile d'en choisir un parce qu'ils ont tous été importants. Mais voilà, si on doit vraiment en choisir un, c'est lui. Celui de vos débuts. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant pour la suite ? Une médaille ? Une nouvelle médaille ? Oui, pourquoi pas. Mais juste de la santé, et de la chance, un petit peu de chance pour continuer ce parcours et voilà, j'espère qu'on pourra
pourrais avoir de succès encore dans ce petit retour après ces quelques années de pause. Donc je suis motivé pour avoir encore soif de victoire. Donc ça, c'est la chose la plus importante. Si on vient au concours, on n'a plus l'envie d'être là et de gagner, alors il faut arrêter. Mais j'ai encore cette envie, donc ça c'est de bon augure pour la suite. J'ai quand même envie de terminer avec cette question. On en profite parce que vous êtes là et on est très contente de vous recevoir. Où est-ce que vous vous voyez dans 10 ans ? Plus activement en concours, ça c'est sûr, mais je serai toujours dans les parages parce que, comme je l'ai dit plusieurs fois, les concours, le sport, ça a été toute ma vie pratiquement. Donc j'en ferai encore partie. C'est vraiment ma passion. Donc dans un autre cadre, je serai sûrement présent. À savoir où, ça c'est difficile parce qu'on peut pas se projeter comme ça, faire des plans. Je suis pas quelqu'un qui fait des plans à très très long terme. Donc on va, au fur et à mesure, on avance et vouloir se mettre trop long, c'est un peu c'est difficile parce que la vie vous emmène dans des directions différentes. Ça peut changer à n'importe quel moment. Donc inutile de se projeter vraiment si loin. Merci beaucoup. Alors à court terme, on vous souhaite un très bon Grand Prix Merci. À Genève, et puis à moyen terme, une très belle route vers les Jeux. Merci beaucoup. Merci. À vous. Bonne journée, Rodrigo. Merci. On espère que cet épisode vous a plu autant que nous. Vous pouvez maintenant suivre les aventures de Rodrigo Pessoa, qui est présent sur Instagram sous le nom de Rodrigo Pessoa 29. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à aller lui en faire part. Flexon est aussi très présent sur les réseaux sociaux puisque la marque comptabilise à ce jour plus de 58 000 abonnés. Et évidemment, vous pouvez nous écrire sur Ayam & Equestrian pour nous donner votre ressenti sur l'épisode. Et vous pouvez nous soutenir sur la plateforme sécurisée Tipeee pour nous encourager à continuer cette belle aventure. On se retrouve le 22 janvier pour un épisode avec Victor Lévesque qui s'annonce enrichissant. Allez, à bientôt!